Bonjour tout le monde, hier je suis tombé sur ce fil Twitter et j'y ai répondu de la manière suivante. Intéressant ce fil, à lui seul il pourrait faire un sujet de vidéo tant les sujets abordés sont inspirants et variés. L'approche est aussi délectable car complètement déconnectée de la réalité et biaisée. Je vous tiens au courant. Et donc aujourd'hui, après avoir fait un petit peu de documentation, eh bien on va pouvoir en faire l'analyse. Alors tout commence avec ce tweet. Pourquoi le lobby des cyclofous irait jusqu'à vous faire détester le vélo? Parce que sa marque de fabrique est de cliver. Avant de me prendre les foudres des rois du guidon, oui, je fais du vélo, pas systématiquement, et je taquigarde en ce moment. Bon, le postulat de départ, c'est que les cyclofous, sous-entendu les vélotaffeurs, c'est-à-dire les personnes qui utilisent leur vélo pour faire des trajets domicile-travail, et si jamais vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, eh bien j'ai fait une petite vidéo spéciale là-dessus. Vous y apprendrez certainement plein de trucs. Bon, les cyclofous donc iraient jusqu'à vous faire détester le vélo. On va donc voir pourquoi dans ce fil. L'auteur des tweets nous informe qu'elle manque de souffle et fait de la tachycardie, ce qui l'empêcherait de prendre systématiquement le vélo. C'est un point que je peux comprendre, surtout si son docteur lui a déconseillé de faire du vélo. Néanmoins, cela montre que son point de vue de départ assimile le vélo à un sport. Sous-entendu que ce sport risquerait d'amplifier ses problèmes de tachycardie. Et pour ce point, c'est vrai, si le vélo est pratiqué comme un sport. Or, dans son premier tweet, elle parle du vélo-taf. Le vélo-taf n'est pas un sport, c'est un transport. Il permet d'aller d'un point A à un point B, et ce, à une vitesse moyenne de 15 km/h. Cette vitesse de 15 km/h produit exactement le même effort qu'un piéton qui marcherait à 5 km/h, soit environ 280 kcal. Le seul moment à vélo où on va effectuer un effort important, c'est lors du démarrage, dans les pentes et face au vent. Et face à ces cas de figure, dans l'idéal, on adapte son mode de transport à sa condition physique. Pour éviter de souffrir d'asthme, tachycardie, douleur au niveau des articulations ou autres problèmes physiques, on peut s'équiper d'un vélo à assistance électrique qui permet d'effacer ces problèmes. Il permet également de niveler les reliefs et de supprimer la force face au vent. Il existe également des vélos qui sont adaptés à chaque handicap. Il faut donc arrêter de voir le vélo comme un sport, mais bien comme un transport. Ensuite, elle nous explique qu'elle a fait du vélo 12 ans à Bruxelles, que ça n'existait pas là-bas et qu'elle était pourtant plus heureuse. À Bruxelles, ce qui est intéressant, c'est que la législation y est beaucoup moins stricte avec les cycles. Ils sont conscients du manque d'aménagement et trouvent des solutions pour éviter aux cycles de se retrouver dans des mauvaises situations. Par exemple, dans certains cas de figure, ils peuvent utiliser le trottoir pour leur permettre de circuler en sécurité tout en donnant la priorité aux piétons, chose qui n'est absolument pas possible de faire en France, sauf pour les enfants de moins de 8 ans. Il est également possible de remonter les fils par la droite pour simplifier leur circulation, ce qui est également interdit en France. On doit remonter par la gauche, sauf en la présence d'une piste cyclable. Et les couloirs de bus sont toujours accessibles aux cycles. En France, ils sont accessibles uniquement s'il y a un cycle qui est indiqué dessus. Je ne sais pas si tous ces points encouragent ou non à une multimodalité, mais une chose est sûre, les cycles y ont plus de liberté. Et d'ailleurs, à propos de cette liberté, on enchaîne tout de suite sur le cycle suivant qui dit « Le lobby des cyclofous veut pouvoir passer partout. Place piétonne, rue pavée, plage, campagne, etc. » Bon, finalement, elle doit faire plaisir, cette législation en France qui interdit de rouler sur les trottoirs. Mais pour le cas présent, avec le tweet cité, ce n'est pas une zone piétonne, c'est une zone partagée. On va commencer par resituer ce tweet cité, qui est de Rivo Vasta, qui est chargé d'expertise d'infrastructures cyclables pour Vélo IDF, et co-réalisateur du guide des aménagements cyclables de Paris-Ancel. Ce tweet concerne la place de la République. Cette place est donc piétonne, comme précisé dans ma dernière vidéo, mais c'est une place qui est traversée par plusieurs flux cycles. Et il n'est pas interdit d'y circuler à vélo. Les cyclistes choisissent d'y circuler principalement pour éviter de rouler avec les véhicules motorisés, car il n'y a pas d'aménagement cyclable de ce côté de la place permettant de faire des liaisons entre le boulevard Voltaire ou le boulevard du Temple vers le nord de Paris. Et d'ailleurs, les marquages au sol encouragent les cycles à passer au milieu de cette place. Et le tweet de Rivo Vasta, lui, insiste sur le fait que mettre des bancs en place ici pourrait créer plus de conflits entre les différents usagers, car l'espace se retrouve restreint, et donc il faut que les cyclistes se faufilent parmi les piétons, alors qu'une place dégagée permet à chacun d'avoir plus d'espace. Cette zone précise est au milieu d'un gros itinéraire cyclable, la ligne 11 du Vélopolitain, qui traverse la place de la piste cyclable en double sens rue Turbigo jusqu'au canal. Et on peut d'ailleurs voir qu'en l'absence de blocs, ça simplifie beaucoup la traversée, notamment des triporteurs qui permettent des livraisons, car avant il y avait des bancs qui étaient mis en travers et qui ont été colorés parce qu'il y a eu des incidents. Il est donc important de considérer cet itinéraire et cette question au vu de l'aménagement est donc légitime dans le contexte car cette place manque cruellement d'aménagements cyclables dédiés. Dans l'attente, la cohabitation entre les cycles piétons et skateboarders fonctionne, mais effectivement il faut faire attention à l'aménagement de ce nouveau mobilier urbain.
Ce tweet en rapport avec le vélo adapté à un itinéraire fait en fait directement référence à un tweet qui avait été publié par Elle Cyclable. Il parlait des chemins de halage sur le canal latéral à l'Oise, et ce tweet en a fait sursauter beaucoup car Stein demandait le raménagement des bords pour pouvoir y circuler à vélo. De prime abord, on pourrait tomber dans le piège et se dire « Bah oui, ça semble logique de prendre un vélo adapté et puis modifier les bords comme ça, c'est pas vraiment écologique comme idée. » Bon, par contre, si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que le canal de Sambre, à l'Oise, a été réalisé en 1839 dans le but de simplifier les déplacements de marchandises lourdes par voie fluviale. Et avant, ces bateaux étaient tractés par des chevaux sur les chemins de halage de chaque côté du canal. Et qu'un canal, par définition, est une création artificielle. Depuis l'arrêt donc de ces activités, les bords ont été laissés à l'abandon et les herbes folles s'en sont emparées. Et depuis 2011, l'Oise envisage la création de pistes cyclables pour permettre d'encourager le vélotourisme dans cette région. Et ce, entre autres, car l'une des plus grosses voies cyclotourisme d'Europe passe par là. C'est la Scandibérique, et elle propose quand même un itinéraire de 1700 km à travers toute l'Europe. Et on peut voir que quand on arrive dans l'Oise, malheureusement, on ne peut plus suivre le canal. On est obligé de faire tout un détour par les petits chemins. Et en continuant sur cet itinéraire, on peut d'ailleurs retomber sur le canal de l'Ourcq, qui lui a été aménagé avec une piste cyclable partagée d'un côté et une voie piétonne de l'autre. Et enfin, un autre avantage d'aménager une piste cyclable, c'est d'offrir un itinéraire d'évitement à la départementale pour les longues distances, car elle n'est pas équipée de pistes cyclables. Et ça en a d'ailleurs inspiré Emmanuel qui en a fait un tweet qui résume très bien la situation. Si vous voulez que l'usage du vélo se développe, il faut créer des aménagements dédiés. Ah, et un petit point sur le VTT, il ne permet pas de couvrir des distances longues, car c'est vraiment pas très confortable sur les distances longues un VTT. On arrive donc sur le tweet suivant qui cite Stein, en référence avec le tweet du canal, faut suivre. Hein. Et ici, ce qui a été soulevé de manière maladroite, c'est d'améliorer l'aménagement pour permettre au plus grand nombre de pouvoir en profiter. Et la plupart du temps, c'est plutôt l'inverse qui se produit, dans le sens où les aménagements cyclables sont utilisés par les personnes à mobilité réduite pour leur permettre de se déplacer plus facilement, car une piste cyclable est souvent beaucoup plus praticable et facile d'accès qu'un trottoir. On arrive sur un tweet à propos du train dans la gare qui indique que les cycles aimeraient pouvoir rouler sur le quai pour aller plus vite. Bon alors ici il y a méprise sur les intentions de Stein, le vélo peut être tenu à la main et il est beaucoup plus facile de le déplacer de cette façon que de le plier ou de lui retirer une roue. C'est d'ailleurs quelque chose qui est interdit de rouler en gare avec une trottinette ou un vélo, mais par contre tenu en main, un vélo n'est autre qu'un objet équivalent à un bagage ou une poussette. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pu faire quand j'ai pris le train pour aller à Dijon. Et donc dans certains cas, on se retrouve avec ce problème où le groupe SNCF demande aux usagers de démonter leur vélo avant d'accéder au quai, et pas une fois sur le quai. Autre tweet à propos des bagages, cette fois dans le train. Ici, ce problème fait écho à ce que j'avais pu vivre durant mon voyage à Dijon. Dans les trains, certaines voitures sont équipées d'emplacements vélo. Et à bord de la majorité des TER, vous pouvez voyager avec votre vélo gratuitement, s'il est suspendu ou placé dans un espace prévu à cet effet. Le problème, c'est que ces places sont limitées et ne peuvent être réservées. Le nombre de places totales dans le train pour les vélos étant déjà très limité, ce partage avec les bagages ajoute encore plus de complexité. Surtout que, comme on peut le voir avec le logo, cet espace est initialement prévu pour les cycles, pas pour les bagages. Et un autre point que j'avais abordé dans la vidéo de Dijon, c'est que les gares de départ et d'arrivée proposent très rarement des stationnements sécurisés pour les cycles. Il y a également très peu de location qui est proposée à l'arrivée, complexifiant ainsi l'intermodalité et obligeant les usagers à emporter leur mode de transport avec eux. Dans ce tweet, ça va parler de partage de l'espace public. Ici, je trouve ça vraiment malhonnête de faire une comparaison entre un vélo et une voiture. On va d'ailleurs regarder un petit peu la transformation de la rue Éblé, par exemple, qui montre bien cette privatisation de l'espace public qui peut être rendue. Ici, avant, il y avait 5 places, et aujourd'hui, ça s'est transformé en un espace vert. La rue n'est plus non plus accessible aux véhicules motorisés, uniquement aux piétons et cycles qui souhaitent la traverser. Et des arceaux vélos ont été mis en place pour pouvoir y stationner son vélo. Ils permettront par exemple aux étudiants de pouvoir s'émanciper et se rendre eux-mêmes à leur école. Cette transformation permet également de sécuriser la rue, mais j'ai prévu de faire un sujet spécial sur les rues écoles. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne louperez pas le sujet. On continue sur la privation de l'espace, avec un autre tweet encore, qui indique que l'espace public se fait rare, et effectivement, les Vélib, comme présenté dans la photo, permettent d'éviter à certains d'ajouter de l'encombrement en se déplaçant avec son propre vélo personnel, et en partageant un vélo pour plusieurs. Il y a également la place que prend le stationnement. Une voiture peut être remplacée par 10 vélos, et 5 motos peuvent être remplacées par 5 arceaux vélos, ce qui fait également 10 places de vélo. Cet espace à Paris est encore très mal partagé, je le développais dans la vidéo à propos des parkings autour de l'Opéra. J'avais d'ailleurs fait un graphique qui montrait
la place prise en mètres carrés par rapport au nombre de places. Et un autre point qui n'est pas abordé, c'est que, bon, certains peuvent considérer les vélos comme laids, mais le problème également des voitures, c'est qu'elles vont simplement venir cacher ce qu'il y a derrière elles. C'est d'ailleurs maintenant pour ça qu'elles sont interdites à l'abord des passages piétons. Et en général, des stationnements vélos vont quand même plus dégager la vue que ça. Bon, par rapport aux règles pour les autres, les cycles disposent de règles particulières adaptées à leur circulation. Les M12, SAS vélo, pistes cyclables, etc. Je vous laisse d'ailleurs revoir la vidéo à ce sujet, le code du cycliste, pour voir la liste exhaustive de tous ces cas particuliers adaptés au cycle. Le point soulevé par ce tweet, c'est effectivement d'éviter de mélanger les mobilités au maximum. Proposer un espace pour chacun, piétons, cycle, transport en commun, pour éviter au maximum les conflits entre usagers. Pour ce qui est des obstacles sur la route, partons du principe que le vélo est considéré comme un mode de transport, au même titre que le véhicule motorisé, qu'un bus ou encore un piéton, il est normal d'éviter d'avoir des objets sur son trajet qui le mettraient en danger. À aucun moment, un automobiliste n'imaginerait se stationner au milieu d'une voie de circulation sous risque de se voir klaxonner par les autres. Même si dans ce cas de figure, ça ne représente qu'un gêne. Ce n'est pas un danger, car oui, se stationner sur un aménagement cyclable peut représenter un danger pour les usagers qui vont par exemple se mettre en contresens parce qu'un véhicule est stationné en plein milieu de la piste. De plus, comme montré dans le tweet cité, le vélo est un excellent outil de logistique permettant de transporter des charges utiles dans un milieu urbain dense. Il existe également des solutions qui permettent d'éviter des ruptures de charge, comme par exemple ce type de remorque qui permet de facilement décharger et charger une palette. Et le dernier point est sur les bienfaits du vélo, et ça ne se limite qu'à l'absence de nuisances sonores. Mais ça, ce n'est que l'effet visible instantané, car c'est aussi un coût d'entretien pour les aménagements cyclables moins important pour la collectivité. Cela permet de diminuer les risques de développer une maladie liée à la sédentarité, et donc paradoxalement, le vélo pourrait être bon pour une personne souffrant de problèmes de tachycardie avec l'aval de son médecin. C'est également des déplacements moins onéreux. La diversité des vélos permet également l'émancipation de tout type de personnes. C'est un mode de transport accessible à tous et qui n'est pas excluant. Ça permet une fluidification de la circulation. Ça améliore également la qualité de vie dans les rues en les apaisant, car il a été prouvé que ça crée moins de nuisances et plus de proximité entre les voisins. Enfin, les espaces partagés sont complètement possibles, comme par exemple là où je suis en train de rouler, c'est juste une question de respect et il faut éviter de faire des amalgames. Les incivilités ne sont pas liées à un mode de transport, elles sont liées à un individu. Cette personne peut très bien être piéton, cycliste, automobiliste et à chaque fois faire ce qui lui plaît. En résumé, le vélo est un choix qui se fait selon les aménagements disponibles et l'avantage qu'il apporte. Si la ville ne s'adapte pas à ce mode de transport, alors il ne pourra pas s'y développer. Cyclistes cohabiter. Et ce, aux dépens des véhicules motorisés qui apporteront toujours plus de dangerosité et nuisances que les cycles. Cette vision qui fait croire qu'un mode de transport est une secte pousse à se questionner sur les motivations de son auteur. Bref, vous l'avez compris, attaquer de cette façon le vélo, c'est le voir encore comme un loisir, comme la petite sortie du dimanche ou pour une sortie entre amis. Mais ça n'aidera pas à partager l'espace ni à développer ce formidable outil de déplacement. J'espère que vous avez apprécié cette analyse. Si vous n'êtes pas d'accord avec un élément ou que vous souhaitez partager une critique constructive, les commentaires sont à votre disposition. Je prends toujours le temps de les lire et d'y répondre. Pour moi, ils sont vraiment très enrichissants, mais évidemment uniquement s'ils sont respectueux, car sinon il n'y a pas de dialogue possible. Merci énormément à tous ceux qui me soutiennent sur Utip, Tipeee, YouTube et Twitch. C'est grâce à vous que je peux réaliser ce type de contenu, sans partenariat, en me concentrant uniquement autour de ce sujet qui me passionne. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et bonne route. It's nice to start to create a lot of infrastructure now. Yeah. A little things are gonna to change slowly. Yeah, it was much difficult than today. In only 2 years, I create a lot of new infrastructure.